allons donc passer à notre dernière contribution, présentée par M. Jules Lepoutre, doctorant contractuel à l'Université de Lille 2. Intervention dont le sujet s'intitule « De la rétrogradation au statut d'ennemi de la nation, quel contour de la déchéance de nationalité ?» Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire très rapidement tout le plaisir que j'ai de participer à cette demi-journée d'études avec vous aujourd'hui et faire part de remerciements sincères, chère Sophie, chère Mathilde, pour m'avoir proposé de faire cette intervention aujourd'hui avec vous. Alors pourquoi parler de la déchéance de nationalité? Deux raisons peut-être. La première, c'est que 5 mois de débat quotidien sur la déchéance de nationalité, aujourd'hui clos, aurait pu laisser comme un goût d'inachevé et donner envie de reprendre tous ensemble ce débat aujourd'hui. Ça pourrait être une première raison, pas tout à fait bonne. Une seconde raison, plus intéressante et qui nous retiendra pour cette intervention, c'est que on répète à l'envi que la déchéance de nationalité n'est qu'un outil symbolique au service de la définition très abstraite de la communauté nationale. En réalité, c'est tout le contraire, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que la déchéance de nationalité, elle s'inscrit résolument dans ce qu'on a pu appeler le droit pénal de l'ennemi, et que, en ce sens, la déchéance de nationalité, au contraire d'une arme stratégique, au contraire d'une arme symbolique, est en fait une arme stratégique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, ça nécessite de définir à la fois le droit pénal de l'ennemi et la déchéance de nationalité, ce que je vais m'appliquer à faire de manière à peu près brève. Le droit pénal de l'ennemi, d'abord, c'est une théorie allemande qui naît dans la pensée de Gunther Jacobs et qui distingue en réalité dans le droit pénal du citoyen d'une part et le droit pénal de l'ennemi d'autre part. Alors, comment se distinguent ces deux acteurs autour d'un standard un petit peu complexe, mais quand même envisageable, qui est le standard de sécurité cognitive minimale. C'est-à-dire que le citoyen, à la différence de l'ennemi, est considéré comme capable de se représenter les barrières de l'ordre social et de se positionner par rapport à ces barrières, et plus particulièrement par rapport au droit pénal. Le citoyen sait se positionner par rapport au droit pénal, et dans le cas où il le transgresse, il sait aussi revenir à un état initial de respect du droit pénal, après, le cas échéant, une incarcération. L'ennemi est son opposé sur ce fondement, puisque, à la différence du citoyen, lui, il ne sait pas comment se positionner par rapport à l'ordre social, il ne sait pas ou il ne veut pas se positionner par rapport à cet ordre social, et décide, ou ne peut pas respecter les barrières fixées par le droit pénal. Alors, le citoyen et l'ennemi, en ce sens, sont traités différemment par le droit pénal, et c'est ce que nous dit Gunther Jacob dans le cadre de sa théorie explicative. Le droit pénal du citoyen, il s'inscrit dans la logique de l'état de droit. Il repose sur un régime répressif et donc la démonstration d'une culpabilité. À la différence, le droit pénal de l'ennemi, il va s'inscrire dans une logique sécuritaire et reposer sur un régime, lui, préventif et la démonstration non pas d'une culpabilité, mais d'une dangerosité. C'est la différence fondamentale entre ces deux droits pénaux, et ces différences s'articulent autant sur le droit pénal processuel, avec des procédures différentes, que sur le fondement du droit pénal matériel, avec des infractions différentes. Alors, comment cela s'articule avec la déchéance de nationalité? D'abord, qu'est-ce que la déchéance de nationalité? Pour faire au plus simple, la déchéance de nationalité, c'est la perte involontaire de la nationalité, c'est-à-dire l'appartenance à la communauté nationale, à la communauté politique, donc la perte involontaire de la nationalité à titre de sanction. Alors en France, ce n'est pas un outil pénal, la déchéance de nationalité, c'est un outil administratif, bien que son régime le plus étudié, l'article 25 du Code civil, prenne appui sur le droit pénal, puisque l'article 25 du Code civil, alinéa 1, prévoit la déchéance de la nationalité pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme. Il y a en ce sens une articulation entre droit pénal et droit administratif, mais la déchéance, je le répète, reste un outil du droit administratif, bien qu'il ait pu être envisagé au cours des discussions sur le projet de loi constitutionnelle de donner compétence au juge pénal pour prononcer la déchéance de nationalité sous forme de peine complémentaire, mais ce projet n'a pas abouti en l'état. Alors, la mobilisation de la théorie explicative de Gunther Jacob sur le droit pénal de l'ennemi est fructueuse pour étudier la déchéance de nationalité. Pourquoi? Et c'est d'abord la première explication la plus évidente, puisque distinguer entre le citoyen d'une part et l'ennemi d'autre part nécessite une relégation, une dégradation du statut de citoyen. Et la déchéance de nationalité, évidemment, elle se situe dans ce sillage, puisque la déchéance de nationalité, c'est la perte de l'appartenance à la communauté politique, à la communauté de l'État, à la communauté nationale. Et donc ça conduit évidemment à une relégation, à une perte de ce statut de citoyen, vers une autre contrée juridique qui peut être
on le verra, celle du droit pénal de l'ennemi. L'individu déchu, il est soustrait à la population constitutive de l'État, et son rapport à l'État change. Il passe d'un sujet actif de la souveraineté à un objet passif de cette même souveraineté. Il n'est plus acteur de la communauté politique de l'État. Alors, cette dégradation d'un statut de citoyen à un statut d'ennemi, elle s'inscrit résolument dans le droit pénal de l'ennemi. Pourquoi ? Puisque à quoi sert cette déchéance de nationalité ? Je vous l'ai dit, ça n'est pas ou ça n'est plus un outil symbolique, cela devient un outil stratégique. Pourquoi ? Parce que la déchéance de nationalité va servir de moyen de bannissement des anciens nationaux. Et cela est très clair, et ainsi cette déchéance de nationalité, en vue de bannir le national, va reposer sur l'évaluation préventive de la dangerosité de l'individu, et elle va produire un affaiblissement des garanties et protections de ce même individu. Évaluation de la dangerosité, affaiblissement des garanties, on est bien ici sur ce droit exceptionnel dit de l'ennemi dans la théorie de Gunther Jacobs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mesure de bannissement ? C'est tout simplement un processus par lequel un individu va se retrouver exclu ou interdit de séjour sur le territoire dont il possède sa résidence. Alors dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est un procédé qui est de plus en plus évoqué puisque, il faut bien le dire, les gouvernements sont complètement perdus face à la problématique terroriste et l'une des solutions les plus évidentes, évidemment, c'est d'exclure géographiquement la menace, c'est-à-dire de déplacer la menace pour mieux protéger le territoire national. Et évidemment, les mesures de bannissement qui passent par l'expulsion ou par l'interdiction de retour sur le territoire sont des moyens privilégiés par beaucoup de gouvernements, qu'ils soient européens ou nord-américains, pour essayer de lutter contre l'expansion du terrorisme. Alors c'est en ce sens une méthode concurrente de l'emprisonnement, bien que dans le concept de bannissement, l'idée de réhabilitation sociale soit globalement absente. En quoi la déchéance de nationalité sert au bannissement ? Les choses sont là encore très simples. La déchéance de nationalité ramène le ressortissant national à un statut d'étranger, et l'étranger, lui, peut être expulsé ou interdit de séjour. Donc évidemment, lorsqu'on souhaite exclure géographiquement une menace, un individu ressortissant national, il faut procéder à une déchéance de nationalité. J'en ai terminé sur ces points un petit peu longs de définition. Deux éléments donc, l'usage de la déchéance dans une logique de bannissement en rapport avec la dangerosité, premier temps, et l'usage de la déchéance dans une logique d'affaiblissement des garanties, ce sera le second temps. Alors l'usage de la déchéance dans une logique de bannissement donnerait l'idée de vouloir faire cesser la menace dans le cadre d'un régime préventif. Alors je vous ai dit que l'article 25 du Code civil reposait sur une condamnation pénale, ce qui donne du coup l'impression qu'on est là plutôt dans une logique répressive. Alors cette logique répressive, évidemment, elle n'est qu'apparente. Pourquoi ? Parce que dans le cas de l'article 25 du Code civil, qui sert de fondement aux condamnations, l'article 25 du Code civil qui sert de fondement aux déchéances de nationalité, les condamnations qui servent au premier alinéa sont, dans la plupart du temps, des condamnations pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Et cette infraction, Sophie en a parlé un petit peu dans son rapport introductif, fait partie de ces infractions préventives, c'est-à-dire que ces infractions ne s'appuient pas sur la réalisation de certains actes, mais juste sur leur préparation, ou du moins même l'association en vue de leur préparation. On est donc résolument sur un régime préventif, quand bien même il serait prononcé par le juge pénal, et non pas sur un régime répressif qui est celui majoritaire concernant les autres infractions. Deuxième élément, il y a eu 13 déchéances de nationalité pour actes de terrorisme depuis la fin des années 90. Ce sont les seuls cas de déchéance de nationalité qu'on trouve en France. Et sur ces 13 déchéances de nationalité, 8 sont aujourd'hui définitives. Et ces 8 individus déchus de la nationalité française, eh bien, il n'y en a plus que 2 qui sont présents sur le territoire français. 6 autres ont été expulsés, avec succès, vers leur état d'origine. Cela montre bien donc que l'objectif primordial de l'administration, du gouvernement, lorsqu'il procède à la déchéance de nationalité, c'est bien d'expulser, et non pas seulement de priver symboliquement d'un statut des individus qui auraient été reconnus coupables de terrorisme. Cela s'appuie donc bien sur une menace future et une volonté d'exclure. Les choses sont encore plus claires lorsqu'on lit l'exposé des motifs du désormais abandonné, un projet de loi constitutionnelle du 23 décembre 2015, puisque était mentionné que, et je cite,
L'élargissement des cas de déchéance de nationalité française contribuera à renforcer la protection de la société française en permettant de procéder à l'éloignement durable du territoire de la République par voie de l'expulsion des personnes dont le caractère dangereux, il est bien mentionné du caractère dangereux, est avéré, et à interdire leur retour sur le territoire. Donc le gouvernement est désormais parfaitement explicite sur le sens même de la déchéance de nationalité, et en ce sens, encore une fois, il était surprenant d'entendre dire que cette mesure était seulement symbolique concernant les individus. La logique, parfois, est même encore plus exacerbée, et je fais un petit détour de droit comparé par le biais du Royaume-Uni, puisque là-bas, la déchéance de nationalité se fonde sur une qualification administrative qui est celle du risque de trouble pour l'ordre public, et cette qualification administrative donc, ne repose en aucune manière sur une qualification pénale procédée par le juge. Et c'est même à ce point étonnant que, de l'aveu même du gouvernement britannique, la déchéance de nationalité sur le fondement de cette qualification administrative servait de palliatif à une procédure pénale qui aurait vu ses chances d'aboutir très insuffisantes. En réalité, pour être parfaitement clair, quand le gouvernement britannique est face à un individu qui constitue ou qui a commis des actes qui pourraient troubler l'ordre public, il se pose la question principalement d'une procédure pénale, et dans le cas où les chances de succès de procédure pénale seraient faibles, il va plutôt procéder à une déchéance de nationalité pour exclure l'individu du territoire, dans le cas où il y aurait un autre État qui pourrait l'accueillir, un autre État de nationalité. Donc le régime, dans le cas de la déchéance de nationalité et ses dynamiques européennes, il est résolument préventif et fondé sur la dangerosité, comme dans la théorie de Jacobs. Premier temps donc. Second temps, toujours pour montrer que cette théorie explicative fonctionne correctement, l'usage de la déchéance dans une logique de bannissement, il repose sur l'affaiblissement des garanties et protections qui sont données à l'individu. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est ressortissant national d'un État, on dispose d'un droit au séjour absolu et inconditionné sur le territoire. On ne peut en aucune manière être expulsé et on ne peut pas plus être interdit d'entrer sur le territoire lorsqu'on revient d'un État tiers. C'est vraiment le droit fondamental, le premier des droits même de chaque individu qui dispose de sa nationalité. Et bien sûr, cette capacité à séjourner de manière permanente sur le territoire français, par exemple, débouche sur un ensemble d'autres droits qui peuvent être les droits politiques, les droits d'accès à la fonction publique ou ces autres éléments, mais qui évidemment se fondent sur la permanence du séjour de l'intéressé. Lorsqu'on est déchu de la nationalité, on revient, et je vous l'ai déjà dit, à un statut d'étranger, et l'étranger, sa spécificité, lui, c'est de ne pas avoir un droit au séjour absolu, mais bien d'avoir, en toute hypothèse, un droit au séjour contingent. Même les ressortissants européens les plus protégés qui disposent de revenus peuvent encore faire l'objet d'une expulsion sur des motifs d'ordre public. Aucun étranger n'est protégé d'une mesure d'expulsion, en aucune manière, seuls les nationaux le sont. Donc c'est l'intérêt primordial de la déchéance de nationalité, et c'est en ce sens qu'elle caractérise un affaiblissement des garanties de l'individu, c'est qu'elle ramène le national à un statut d'étranger, et donc le soumet potentiellement à des mesures d'expulsion ou d'interdiction de séjour sur le territoire. Comment est-ce que cela fonctionne ? La plupart du temps en France, sur les 8 cas connus de déchéance de nationalité, les individus sont déchus pendant leur incarcération et sont expulsés par voie d'arrêté lors de leur libération. Procédure d'expulsion qui est même des fois exécutée d'office, c'est-à-dire qu'on n'attend même pas que le juge se prononce sur la légalité de l'expulsion pour renvoyer l'État, pour renvoyer l'individu dans son état d'origine. Alors ça signifie aussi, dans cette logique française, que les mesures de bannissement par le moyen de la déchéance de nationalité ne peuvent fonctionner que lorsque l'individu est binational. C'est-à-dire que lorsqu'on déchoit un individu qui n'a qu'une seule nationalité, on ne peut évidemment pas le renvoyer dans un autre État, et en ce sens, la déchéance de nationalité en France, elle ne fonctionne que selon un modèle discriminatoire, qui dit pas donc discriminer entre les mononationaux et les plurinationaux. Une fois encore, on peut faire un détour par le Royaume-Uni pour voir comment les choses fonctionnent de manière un petit peu plus souple ici en l'espèce. Le Royaume-Uni procède d'une manière assez intéressante. En réalité, il attend que l'individu quitte le territoire national, même pour un séjour touristique, et c'est au moment où l'individu est sur le territoire étranger que le gouvernement britannique procède à la déchéance de nationalité, tout simplement pour empêcher le retour sur le territoire national, puisque par le biais de la déchéance de nationalité, le passeport est privé de sa validité. Donc c'est l'État hôte qui se retrouve désormais en charge de l'accueil, en charge forcée de l'accueil de ce ressortissant précédemment britannique. Cette manière de procéder pourrait bien évidemment être qualifiée d'abus de droit dans l'ordre international, bien qu'on manque encore, à l'heure aujourd'hui, de jurisprudence qui irait dans ce sens.
On constate donc bien que la déchéance de nationalité dans son usage par le moyen des procédés de bannissement se retrouve clairement dans le sillage de cette théorie explicative de Jacobs sur le droit pénal de l'ennemi. D'abord parce que la déchéance repose clairement sur une appréciation de la dangerosité et non pas de la culpabilité, un risque futur et non pas des agissements passés. Et ensuite parce que la déchéance de nationalité produit bien un affaiblissement des garanties substantielles de l'individu, notamment et principalement sur le droit au séjour. Alors, la théorie de Jacobs sur le droit pénal de l'ennemi, c'est une théorie explicative qui tend à rendre compte d'un droit ordinaire et d'un droit extraordinaire par rapport aux citoyens et aux ennemis. Mais Jacobs a aussi été accusé, et je crois que les pénalistes le savent bien mieux que moi, mais que cette théorie explicative a été accusée d'être finalement une théorie justificative qui tendrait à donner un fondement à une différence de traitement entre d'une part les ennemis et d'autre part les citoyens. Et la question, évidemment, de la conformité de cette théorie justificative aux grands principes libéraux de l'état de droit a été posée, et on a souvent fait le procès à Jacobs de finalement être contre la garantie des droits constitutionnels d'un point de vue parfaitement égalitaire. Eh bien, on peut faire exactement le même reproche à la déchéance de nationalité, qui est profondément incluse dans une logique contraire aux principes libéraux de l'état de droit. Pourquoi ? Parce que la déchéance de nationalité, elle est prise entre deux principes parfaitement inconciliables. D'un côté, la volonté de traiter l'ensemble des nationaux de la même manière, et donc d'engager une déchéance de nationalité pour n'importe quel type d'individu, qu'il soit mononational ou plurinational. Donc la volonté de traiter chaque individu de la même manière, qui est le principe de non-discrimination, le principe d'égalité, consubstantiel au régime libéral. Et puis d'un autre côté, et ça c'est un acquis du XXe siècle, la volonté de prohiber absolument l'apatridie. Et ce deuxième principe libéral, lui, nécessite une discrimination entre les mononationaux et les plurinationaux. Donc on voit bien le caractère parfaitement inconciliable de la déchéance de nationalité, et qui s'est d'ailleurs retrouvé dans l'examen du projet de loi constitutionnelle, puisque la volonté de traiter tous les ressortissants nationaux de la même manière était la position de l'Assemblée nationale, tandis que la volonté de prohiber l'apatridie était la position du Sénat. Et on voit bien aujourd'hui l'incompatibilité manifeste entre ces deux dispositions. Là encore, une manière de rapprocher la déchéance de nationalité de cette théorie explicative ou même justificative de Jacobs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci beaucoup, Jules Lepoutre, pour cette intervention très éclairante sur un sujet qui a été et qui reste quand même hautement d'actualité, et qui intervention complète d'ailleurs sur un sujet qui a souvent été traité de manière partielle, voire fausse par les médias. Donc merci pour cette intervention complète.